En son absence, je m'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le 30 août dernier, vous affirmiez haut et fort en une du JDD « Nous sommes préparés à tout ». Et pourtant, depuis un an, très peu a été fait. La fermeture des écoles vient d'être actée dans les mêmes conditions qu'en mars dernier. Aucune stratégie nationale tirée de l'expérience du premier confinement n'a été mise en place pour préparer l'école à distance, laissant les enseignants à nouveau seuls pour inventer une organisation efficiente. J'en veux pour preuve les nombreux bugs des ENT constatés dès ce matin avec la reprise des cours en visio. L'école, devenue pour le gouvernement un enjeu idéologique binaire entre fermeture et ouverture, l'a été au détriment d'une préparation efficace de ce distanciel en termes d'équipement des enseignants et des élèves, de formation ou encore de dispositifs d'aide pour accompagner les familles confrontées à des difficultés de garde d'enfants à domicile. Le récent rapport de la Cour des comptes sur le bilan de la continuité pédagogique numérique tiré du premier confinement a pourtant souligné ces manquements. Ce n'est pas faute de vous avoir interrogé à plusieurs reprises sur les moyens humains et matériels supplémentaires que vous entendiez déployer pour sécuriser cette continuité pédagogique. En réponse, vous avez plutôt jugé utile de supprimer cette année 1883 postes dans le secondaire et économiser 250 millions d'euros de crédits. Si nous pouvons à nouveau compter sur le professionnalisme des enseignants pour franchir ce cap difficile, une reprise prochaine des cours ne pourra se dérouler dans le même déni que de ces derniers mois et devra passer par la mise en œuvre d'un protocole sanitaire sécurisé, adapté au niveau de circulation du virus, y compris pour les cantines, et une campagne massive de vaccination de l'ensemble des personnels éducatifs, dont les CPE, les AED et les AESH. Or, là encore, nous sommes dans un flou total. La vaccination des personnels interviendra-t-elle mi- ou fin avril, comme l'indiquait le président, à partir de mi-mai, selon Olivier Véran, ou dans les 2 mois, si l'on en croit vos propos sur RTL? Ce n'est pas sérieux au regard de l'enjeu pour nos enfants. Pouvez-vous nous assurer que tout le personnel éducatif sera vacciné pour la reprise? Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a annoncé le 31 mars, outre les nouvelles mesures sanitaires, l'élaboration d'un calendrier de réouverture des lieux culturels et sportifs entre la mi-mai et le début de l'été. Monsieur le Premier ministre, les artistes, le monde de la culture ont besoin de se projeter dans l'avenir, d'avoir des perspectives. Faire des annonces est un exercice aisé. Anticiper, prévoir et planifier des politiques culturelles en période de crise sanitaire demande de la coordination avec les différents acteurs ainsi que les associations d'élus locaux pour s'y préparer et faire revivre l'espoir dans les territoires d'ici à l'été. Susciter l'espoir demande d'y répondre avec efficience, particulièrement pour la programmation dans les villes et les villages, comme les festivals d'été, si cela était possible en raison de la crise sanitaire en extérieur et avec un protocole adapté. Monsieur le Premier ministre, la circulation du virus et la fermeture administrative des salles de spectacle, des centres d'art, des musées, des cinémas, des théâtres, des écoles de danse a plongé le monde de la culture dans une souffrance indescriptible et nous prive tous d'une part d'humanité. L'accès à la culture nous manque à tous. Elle prive les artistes et le public du lien privilégié qui les unit, les nourrit, les inspire, les fait se sentir vivants. En ce moment même, une mobilisation nationale sans précédent en faveur de la vie culturelle, soutenue largement par nos concitoyens, gagne tout le territoire. Pire, des décrets ministériels pris en catimini en pleine crise sanitaire, comme celui du 17 février dernier, réduisent la pratique de la danse ainsi que mentionnent la danse dans une nouvelle catégorie activité artistique et sportive, ce qui n'avait jamais été le cas dans cette discipline. Que répondez-vous aussi à ces collectivités locales, principales commanditaires des troupes et des compagnies pour programmer et organiser les possibles de cet été, la culture pour tous? Monsieur le Premier ministre, il y a urgence. Nous avons pour le moment un vague calendrier indexé sur une stratégie de vaccination, d'où nous voyons bien les difficultés. Il est primordial d'élaborer un véritable programme en concertation avec l'ensemble du secteur et je compte sur vous pour les réponses et l'offre culturelle qui pourrait être ouverte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, sur la vaccination, nous sommes à la traîne. Nous sommes la seule grande économie qui n'a pas inventé de vaccin. Et je suis au regret de dire que vous êtes aussi en train de rater le départ de la relance. Vous avez le plan parmi les plus faibles en montant des grandes économies, 4% du PIB contre 10% aux États-Unis. Vous avez le plan le plus fouillis, dont la seule boussole est le saupoudrage, 103 programmes, dont aucun, sauf le plan hydrogène, ne permet réellement un effet d'entraînement. Et vous avez le plan le moins concerté avec les collectivités locales et les industriels. Aux États-Unis, 20% du plan de relance va vers les collectivités locales, 5% en France. Face à cela, d'autres économies sont en mode commando.
avec un État central vraiment à la manœuvre, y compris dans les pays les plus libéraux, et je pense notamment aux États-Unis. Les États-Unis ont un plan de relance massif, surtout concentré sur quelques secteurs clés qui ont un vrai effet d'entraînement pour l'économie. Monsieur le Premier ministre, je vous demande vraiment sans tarder de reprendre les choses en main, sinon le déclassement que nous vivons sur le vaccin sera celui qui nous attendra pour le reste de l'économie. Il faut un plan de relance clair avec 4 secteurs clés. Énergie, transport, agriculture, santé, qui a un vrai effet d'entraînement pour le reste de l'économie. Des actions définies en totalité et pas de bricolage. Par exemple, vous mettez 205 millions d'euros pour faire un bout de borne de recharge électrique, quand l'Allemagne met 3 milliards, 15 fois plus, pour faire 1 million de bornes en concertation avec les constructeurs automobiles. Il faut une concertation avec tous les industriels. Et enfin, il faut que vous nommiez un monsieur Monnet ou une madame Marshall pour donner un cap clair et une vraie boussole. Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 11 mars dernier, le Sénat a examiné la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie et du groupe socialiste, écologiste et républicain pour le droit à mourir dans la dignité. Au terme d'un débat de très haute tenue, la proposition de loi a été rejetée de 19 voix au Sénat. Nous en avons pris acte avec regret. Ce 8 avril, l'Assemblée nationale doit examiner la proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, à l'initiative du député Olivier Falorni. Quelques députés ont déposé 2300 amendements. Cette obstruction délibérée empêchera vraisemblablement l'Assemblée nationale de se prononcer demain. Et le gouvernement dans tout ça? C'est cette question que de nombreux Français se posent et nous posent. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, vous le savez, cela fait 40 ans que des Françaises et des Français, de plus en plus nombreux, aujourd'hui des millions de Français attendent cette loi. Ils espèrent cette loi, ils veulent cette loi. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Avez-vous prévu de soumettre au Parlement avant la fin du quinquennat un projet de loi sur la fin de vie? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. J'y associe l'ensemble des sénateurs socialistes de Nouvelle-Aquitaine et je sais nos collègues de la Vienne mobilisés sur le sujet qui suit. En 1979, Renault installe ses activités de fonderie, fonte et aluminium à Ingrande dans la Vienne. En 2019, 40 ans plus tard, après être passé entre les mains de différents groupes et tout en ayant conservé Renault comme principal donneur d'ordre, les deux branches, fonte et aluminium, en grande difficulté, sont cédées au groupe GFG Alliance et sa filiale Liberty. 40 ans d'une mondialisation loin d'être heureuse, car le Châtelleraudais compte depuis quelques années ses pertes d'emplois par centaines. Aujourd'hui, en dépit du soutien du gouvernement à la reprise par GFG Liberty en 2019, les deux branches courent à nouveau un grand risque de disparition. Côté fonte, si rien n'est fait, ce sont 288 salariés qui seront sans emploi en juin et sans garantie sur leurs indemnités, puisque nous avons appris récemment que Greensill, l'organisme de financement de GFG, avait fait faillite. Derrière ces sigles et ces grandes manœuvres de multinationales, il y a à Ingrande des familles dans le désarroi. Côté aluminium, la même menace plane avec un risque de non-paiement des salaires dès le mois prochain, sans parler du plan garanti par l'État de 18 millions d'euros qui a tout bonnement disparu. Et dans quelle poche? Monsieur le ministre, ma question est la suivante. La France a-t-elle une politique industrielle et le souci de ses ouvriers? Si oui, quelles sont les perspectives pour le secteur de la fonderie, dépendant de grandes entreprises donneurs d'ordre dont l'État lui-même est actionnaire? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, le 21 février 2018, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt, dit arrêt Mazdak, selon lequel le temps d'astreinte d'un sapeur-pompier volontaire doit être considéré comme un temps de travail au sens de la directive européenne de 2003. Pourtant, la loi française du 20 juillet 2011 a reconnu la spécificité du volontariat, qu'elle définit comme un engagement citoyen, libre, et qui ne saurait être assimilé à une charge de travail. La transposition et l'application de cet arrêt inquiètent beaucoup non seulement les sapeurs-pompiers, mais aussi les élus, qu'ils soient locaux ou parlementaires. Cette transposition rendrait en effet impossible la conciliation d'un engagement volontaire et d'une activité professionnelle. Elle pourrait ainsi porter gravement atteinte à notre modèle de sécurité civile fait de la complémentarité professionnelle volontaire et dont la force est unanimement reconnue. Or, de façon unilatérale
Et sans concertation, vous avez initié en novembre une demande auprès des directeurs de SDIS qui laisserait penser que la France pourrait se diriger vers l'assimilation des volontaires à des travailleurs, et ce de façon abusive et infondée. Vos deux prédécesseurs, M. Collomb au Congrès national des sapeurs-pompiers d'Ajaccio et M. Castaner devant le Parlement, avaient affirmé la volonté du Gouvernement de pérenniser et renforcer le volontariat dont nous connaissons l'importance fondamentale sur nos territoires. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous préciser vos intentions ?